Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord un grand merci à vous toutes et vous tous de vous être libérés en ce samedi pour une réunion sur un des thèmes les plus importants dans notre actualité, en tout cas un des deux événements les plus marquants de la vie d'un être humain. Certaines fois on réfléchit sur la naissance, mais en général on ne la choisit pas tellement. D'ailleurs les adolescents le reprochent parfois même à leurs parents. Par contre, le deuxième événement marquant, bien sûr, et auquel on peut être amené à réfléchir toute sa vie durant, c'est la mort. Et celle-ci, jusqu'à maintenant, dans notre pays, n'est pas toujours organisée dans des conditions qui offrent le choix désiré par des malades en fin de vie, en impasse thérapeutique, comme on dit, en agonie, parfois douloureuse. Et la question d'aujourd'hui est donc de savoir si la France va pouvoir, comme nous sommes beaucoup à l'espérer ici, progresser dans ce domaine, à l'instar de ce que nos amis belges ont déjà effectué depuis 15 ans et beaucoup d'autres pays depuis, Luxembourg, aux Pays-Bas, au Québec, dans plusieurs États américains, etc. La France doit se poser cette question urgemment parce que dans la chronique, l'actualité nous montre que les situations sont assez nombreuses dans notre pays où des personnes ne trouvent pas la solution à laquelle ils aspirent et vont donc rechercher cette solution à l'extérieur dans d'autres pays. D'autres trouvent des praticiens compatissants qui les entendent en France, mais qui sont obligés de réaliser tout cela en catimini, puisque la loi ne le permet pas. Donc il nous faut sortir un petit peu de ce non-dit, de cette hypocrisie, de cette omerta. Et pour autant, les choses n'ont pas encore été faites. Il faut les définir ensemble. Un projet de loi a été déposé par moi-même, associé avec plusieurs de mes amis députés, sur le bureau de l'Assemblée nationale dès la fin du mois de juillet dernier. Et dans l'année prochaine, vraisemblablement, des discussions nombreuses interviendront là-dessus. Je n'en dis pas plus sur cette introduction, simplement pour annoncer quels seront les conférenciers après un mot d'accueil de Patrick Kessel. Il y aura la lecture d'un message de l'écrivaine Anne Baer, qui nous sera lu par une comédienne de talent pour qu'on puisse retrouver l'esprit et l'émotion de cette femme courageuse qui a été rechercher la solution en Belgique alors qu'elle était atteinte d'une maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique. Puis, Madame Christiane Vienne, un message de Jean-Luc Romero, le président de l'association ADMD, puis une présentation par Madame Christiane Vienne, ancienne ministre de la Santé, actuellement sénatrice en Belgique et qui connaît bien les conditions dans lesquelles la loi a été introduite en Belgique et quels en sont les résultats évalués 15 ans après. Le docteur Jérôme Sobel nous fera également une conférence, puis je dirai un mot, et enfin Philippe Foussier. Oui, pardon, je n'ai pas présenté le docteur Jérôme Sobel, qui préside l'association Exit ADMD dans la Suisse romande. Donc Philippe Foussier conclura et surtout nous faisons beaucoup d'efforts pour garder un peu de temps libre pour qu'il y ait des échanges. Ça me paraît le plus important, que nous puissions échanger entre nous. Et donc, chaque conférencier va bien tenir son temps de parole pour que ce temps d'échange soit sacralisé, si je peux dire. Pour un message pratique, tu m'as dit qu'il faut rappeler à chacun de reposer son badge, c'est ça ? Voilà, à la sortie, rendez bien vos badges, nous ont demandé les agents de sécurité. Voilà. À toi de faire un accueil. Bien, eh bien, merci Jean-Louis pour ce mot d'accueil. Bienvenue à toutes et tous. D'abord des remerciements à Jean-Louis, car c'est grâce à Jean-Louis Touraine qui a bien voulu parrainer le comité Laïcité et République que nous nous réunissons une nouvelle fois dans cette salle, ce qui confère aussi à notre colloque une qualité
car se retrouver dans le lieu de la représentation nationale pour ouvrir un débat de fond, c'est aussi un événement important. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Christiane Dienne et Jérôme Sebel, que je présenterai tout à l'heure avant qu'ils ne prennent la parole. Je voudrais saluer les députés, les sénateurs, l'ancien ministre André Henry, ce qui montre André Henry, ministre de l'époque où François Mitterrand abrogea la peine de mort, ce qui montre que nous sommes dans la continuité d'un engagement. Aux nombreux attachés parlementaires, j'en ai vu quelques-unes tout à l'heure, qui sont parmi nous. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Marie-Hélène Montera, qui est secrétaire générale du Comité consultatif national d'éthique, je ne sais plus où elle est assise, mais je l'ai vu il y a quelques instants, et qui représente le professeur Jean-François Delfrécy, qui est donc président du Comité consultatif national. Avant de positionner ce débat dans son contexte, je veux vous indiquer que les échanges sont enregistrés et les prises de parole sont filmées. Donc, quand vous intervenez tout à l'heure, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous présenter. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que ces images seront consultables sur le site du Comité Laïcité République. À partir de quand, Jean-Philippe ? Dès que possible. Voilà. Donc, vous avez un petit moment de patience, mais pas trop long. Donc, ces propos, pour vous prévenir que, bien sûr, cela étant enregistré, sera consultable par tout le monde et que, je le dis notamment à l'attention des attachés parlementaires, toutes ces images et ce son sont utilisables autant que vous le souhaitez. Voilà. D'un mot, parce que nous sommes quand même le Comité Laïcité République, pour dire que ce débat montre, s'il en était besoin, que quand on parle de la laïcité, on ne parle pas que d'une loi. On ne parle pas seulement de la loi de 1905, aussi essentielle soit-elle, cette loi qui, comme disait Victor Hugo, permet à l'État d'être chez lui et à l'Église d'être chez elle. La laïcité, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens aujourd'hui, ce n'est pas non plus simplement un dialogue interreligieux. Nous sommes très contents que les religions dialoguent entre elles plutôt que de se faire la guerre. Mais à tort, certains voudraient réduire la laïcité en la vidant un peu de son contenu et souvent d'ailleurs privilégient de plus en plus, à droite et à gauche, il faut le dire clairement, des revendications différentialistes qui, de notre point de vue, fragilisent les fondements universalistes de la République, la liberté absolue de conscience, l'égalité de droit entre tous, et d'abord entre hommes et femmes, et la fraternité républicaine. Donc la laïcité, il faut la repositionner, c'est le lien avec notre débat, avec ce pourquoi elle est faite, c'est un mouvement philosophique, et c'est le mouvement qui permet l'extension de la liberté de conscience. C'est un mouvement qui fait que chaque femme et chaque homme, sur son chemin d'émancipation, doit pouvoir se trouver en situation de choisir pour lui-même, dès lors qu'il ne va pas à l'encontre des lois de la République. Pardonnez-moi de dire des choses aussi triviales, mais à lire notamment certains de mes anciens confrères journalistes, je me demande s'ils ont suivi des cours d'histoire et de philosophie, tant on fait dire un peu tout et n'importe quoi à la laïcité, dans un sens ou dans un autre. C'est à la laïcité que chaque citoyen, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions, qu'il soit homme, femme, transsexuel, chaque citoyen, quelles que soient ses origines, ses convictions, qu'il croit en l'éternel ou qu'il n'y croit pas, doit disposer de la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, d'en avoir aucune, de les critiquer, d'en rigoler, comme on le ferait d'une idéologie ou d'une philosophie politique, de disposer de soi-même. Et au premier rang, cela concerne bien évidemment les femmes, combat pour lequel entamé il y a plus d'un siècle, mais qui est loin d'avoir encore totalement abouti. Et il suffit de suivre l'actualité pour voir qu'on en est à se féliciter que l'Arabie saoudite va accepter de permettre à des femmes de conduire. On se rend compte que ce qui paraît à certains ici complètement idiot et dépassé constitue encore un phare, une lumière pour une grande partie de notre humanité. Et disons-le, cette laïcité, au vu, là non plus je ne développe pas, ce n'est pas le sujet de ce soir, on en reparlera à d'autres occasions, mais au vu de ce qui se passe dans certains quartiers, dans les territoires perdus de la République, au vu de ce qui se passe avec la montée de l'islamisme politique et des problèmes qu'il pose, on sent bien que c'est aussi la laïcité le garant de la paix sociale. Et donc c'est un message à tous les politiques, et ceux qui sont là, bien évidemment, le savent parfaitement, mais nous voudrions que sur les deux rives de la République, on comprenne que la laïcité n'est ni de droite ni de gauche, mais qu'elle est essentielle pour vivre réellement ensemble
et pas, comme nous le proposent les communautés, les unes à côté des autres avec des lois différentes. Rappelons aussi que c'est donc le fruit d'une longue chaîne de combats de femmes et d'hommes qui ont lutté contre les dogmes et les préjugés. Certains ont été embastillés, certains ont été torturés, certains ont été brûlés, leurs ouvrages ont été mis à l'index. Il a fallu des siècles pour dissocier la cité de la religion, pour séparer les églises du pouvoir politique, pour faire émerger cette idée encore révolutionnaire que chaque femme et chaque homme doit être libre et responsable de sa propre citoyenneté, de sa propre vie. C'est ce qu'on appelait l'héritage de la Révolution française, des Lumières, je viens de l'évoquer, qui est beaucoup plus fragile aujourd'hui même que souvent nous ne l'imaginons. Pas pour rien que l'extrême droite, même si elle n'a pas gagné l'élection présidentielle, réalise des scores aussi importants comme elle le fait dans de nombreux pays d'Europe. Il ne faut donc pas lui donner de point d'appui. Et lorsqu'elle détourne la laïcité pour stigmatiser les musulmans, cela ne doit pas nous empêcher pour autant de dire que la laïcité s'applique aussi aux musulmans, comme elle doit s'appliquer aux autres parties de la population. Bref, c'est pour traiter de ces sujets que le CLR a été créé, qu'il s'implique dans les combats, je viens de l'évoquer, tous les adversaires de la laïcité, à la différence d'il y a 20 ans, ne viennent pas tous de l'extrême droite et de l'Église conservatrice. Il y a des ennemis de la laïcité aujourd'hui sur les deux rives de la République, et cela doit nous donner à réfléchir. Et c'est pour ça, nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pourrez le faire à la fin de cette réunion. Nous remettrons, comme chaque année, les prix internationaux et nationaux de la laïcité. Le 14 novembre prochain à la mairie de Paris, en présence de plusieurs centaines de personnes. Et à cette occasion, j'aurai l'occasion de développer ces thèmes qui sont un peu à la marge de notre colloque d'aujourd'hui. Donc celles et ceux qui voudraient venir, les conditions de sécurité seront immensément renforcées. Et donc il faut venir vous inscrire auprès de moi ou auprès de Nathalie, qui est où Nathalie ? Elle doit être sortie un instant, donc vous me donnerez tout à l'heure ceux qui veulent venir, qui ne sont pas inscrits. J'insiste, votre nom et votre adresse personnelle, sans quoi il ne sera pas possible de rentrer. Rappelons-nous donc, avant d'ouvrir le débat sur le droit à mourir dans la dignité, qu'il a fallu, à chaque fois que nous voulions gagner une liberté, il a fallu nous battre, nous mobiliser. Les femmes en premier lieu, pas toutes seules, que ce soit pour arracher l'égalité entre hommes et femmes, d'abord le droit de vote. Le droit de vote est très récent encore dans notre pays, et les plus anciens ont connu l'époque où cette liberté fut gagnée, la contraception, l'IVG, le mariage pour tous, la PMA, et même les premières lois bioéthiques, qui vont d'ailleurs revenir prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et sur lesquelles il faudra être très vigilant. Le droit à mourir dans la dignité constitue donc une nouvelle étape dans ce mouvement d'émancipation. Notre ancien président du comité Laïcité République, l'ancien ministre, député, sénateur Henri Caillavet, par ailleurs créateur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, avait ouvert la voie. Mais pourquoi cette étape est-elle aussi difficile à franchir ? Probablement parce que nous touchons au noyau dur. Probablement parce que la mort, pour les religions du livre, doit échapper aux humains. Parce que la mort, comme la vie d'ailleurs, n'appartiendrait pas aux êtres humains et qu'ils n'auraient pas le droit de choisir le lien qu'ils doivent avoir avec la vie, avec la mort. En fait, c'est un sujet tabou parce que, je ne développerai pas, mais il y a ici des psychiatres et psychanalystes, parce que le sujet est tabou, parce que l'angoisse de mort constitue le terreau sur lequel s'est édifié le pouvoir des églises sur les hommes. La peur de la mort, l'angoisse de la mort. C'est là que nichent les formes résiduelles de l'obscurantisme. La mort demeure un espace interdit à la liberté de conscience. Et l'on sent la force de la charge émotionnelle chaque fois que l'on aborde ce sujet. Disons-le, pour nous laïcs, il est louable que certains croient que la vie leur aurait été donnée par un créateur et que seul celui-ci aurait le droit de la leur retirer. C'est leur liberté. Certains sont libres de penser que la douleur dans les derniers instants de la vie puisse être rédemptrice. Après tout, c'est leur liberté de le vivre. Mais en quoi ces croyants auraient-ils le droit d'imposer leurs règles à celles et ceux qui essaient de se poser en maître de leur destin ? En réalité, le problème n'est plus philosophique,
dès lors que, selon les sondages, 80 à 90% de nos concitoyens, parmi lesquels de nombreux croyants et démocrates, se déclarent favorables à la liberté de pouvoir enfin choisir sa fin de vie. Le problème est politique. Il a déjà trouvé des solutions dans de nombreux pays, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, dans plusieurs États nord-américains et depuis quelques jours dans l'État de Victoria en Australie. Aucun des malheurs que nous annoncent les détracteurs de cette liberté à conquérir n'est advenu. Aucun cataclysme n'est arrivé. Nos invités belges et suisses vont, dans quelques instants, en témoigner. Mais curieusement, personne, y compris dans les médias, ne semble vouloir sereinement étudier l'expérience de nos amis suisses et belges. Pourquoi la France, république laïque, pétrie de philosophie des Lumières, que nous annonçons à toutes les occasions? Mais pourquoi la France est-elle en retard sur des pays comme la Belgique, où les églises sont pourtant plus présentes dans la vie sociale qu'elles ne le sont en France? Pourquoi les politiques, pourquoi les anciens présidents de la République, de droite et de gauche, n'ont-ils pas osé franchir le Rubicon? Quelle est cette barrière symbolique et politique qui semble interdire qu'on élargisse la liberté au domaine de la mort? On évoquera les petites avancées en faveur des soins palliatifs, qui, comme le rappelle à plusieurs occasions notre ami député Touraine, ces soins palliatifs, il ne faut pas les rejeter d'un revers de la main. Il ne s'agit pas d'être sectaire, il ne s'agit pas d'être fermé. Mais Jean-Louis Touraine rajoute, c'est en France qu'on meurt mal et qu'il convient donc de sortir de ce déni de la réalité du mourir, tel qu'il est souvent pratiqué dans notre pays. Sortir de cette hypocrisie qui ne veut pas voir qu'il faut partir à l'étranger pour mourir dans la dignité, comme hier il fallait se rendre à Londres ou à Bruxelles pour pratiquer une interruption de grossesse, sauf à risquer sa vie dans des avortements clandestins. Il a fallu l'audace des 343 salopes, les plus anciens se souviennent, qui avaient lancé un droit à l'interruption de grossesse dans le Nouvel Observateur. Il a fallu, reconnaissons-lui cette audace, il a fallu l'audace du président Valéry Giscard d'Estaing. Il a fallu le courage de Simone Veil. Il a fallu la détermination d'une majorité de députés des deux rives de la République pour voter le principe de l'interruption de grossesse. Pourquoi cela serait-il impossible aujourd'hui? N'y aurait-il pas assez de bonne volonté et d'élus libres, femmes et hommes, pour voter au-delà des partages politiques cette nouvelle avancée des libertés? Jean-Louis Touraine, député du Rhône, et par ailleurs Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, ont déposé chacun une proposition de loi afin que la République reconnaisse enfin la liberté de choisir sa fin de vie. La ministre actuelle de la Santé a fait savoir cette semaine qu'elle était favorable aux soins palliatifs, mais pas vraiment, si j'ai bien compris, au droit à mourir dans la dignité. Le président de la République, lui, au cours de la campagne présidentielle, avait pourtant semblé favorable à cette nouvelle liberté. Osera-t-il avancer en ce sens, comme le fit François Mitterrand en faisant abroger la peine de mort? Notre colloque se veut une contribution à un débat serein, afin, comme ce fut le cas pour l'IVG, et comme je viens de le dire, de rassembler les républicains progressistes des deux rives, les femmes et les hommes de bonne volonté, afin de lever les inquiétudes, et il est légitime qu'il y en ait, afin de lever les blocages. Et pour cela, nous avons souhaité comprendre comment ce droit, si difficile à conquérir en France, mais déjà en pratique dans d'autres pays, eh bien, comment fonctionne-t-il dans les pays qui l'ont adopté? Pouvons-nous, à partir de là, nous nourrir de leur expérience et trouver les éléments de réponse à ceux qui, sincèrement, émettent des critiques ou des doutes? Quel butoir, Christiane, quel butoir, Jérôme, avez-vous rencontré? Comment avez-vous fait pour éviter toute dérive que certains pourraient craindre? Quelles expériences avez-vous tirées de plusieurs années? Car ces textes sont adoptés depuis plusieurs années en Belgique et en Suisse. Quelle expérience en avez-vous tirée? Comment traitez-vous le cas lorsque la personne concernée ne peut plus parler, ne peut plus s'exprimer? Est-ce que ça concernerait les enfants? Est-ce que ce sont autant de questions pour lesquelles il est important que vous nous donniez la matière, de façon à ce que nous soyons des gens, encore une fois, sereins, et la liberté ne se prend pas simplement sur un coup de dé.
Voilà pourquoi nous avons pris le parti de donner la parole donc à des spécialistes compétents qui vont vous expliquer comment fonctionne cette liberté de choisir sa mort, sa fin de vie, dans leur pays. Je remercie donc à nouveau Christiane Vienne, je remercie Jérôme Sobel. Alors je rappelle que Christiane est ancien ministre de la Santé de Wallonie-Bruxelles, mais en la présentant tout à l'heure, je vous donnerai quelques éléments complémentaires. Jérôme Sobel est président de l'association Exit de Suisse romande, et tous les deux ont une grande expérience sur ces sujets. Voilà. Merci de votre attention. Je pense que nous allons avoir un beau débat